J'ai commandé seulement pour la famille, a souri ma belle-mère quand ma tante a demandé pourquoi je n'avais rien. Suis-je de la famille, oui ou non, ai-je demandé à mon mari. Pas maintenant, pas ici, a-t-il murmuré. Mais ils sont tous devenus blancs quand j'ai révélé le secret qui allait faire imploser leur famille. Cette humiliation n'était pas la première, mais ce serait la dernière. Laissez-moi vous raconter comment un simple déjeuner du dimanche a mis le feu à 7 ans de mensonges et de mépris. Avant de plonger dans les détails de cette journée qui a tout changé, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir à quel point notre communauté est étendue. Mon histoire avec Léo a commencé comme un conte de fées parisien. Nous nous sommes rencontrés dans un club de lecture du Marais, un de ces samedis après-midi où la lumière dorée de Paris semble rendre tout possible. J'avais 32 ans et j'étais mariée depuis 7 ans. À l'époque de notre rencontre, j'étais déjà comptable pour une grande chaîne de supermarchés, un poste stable que j'avais obtenu à la sueur de mon front, sans diplôme universitaire mais avec une volonté de faire. Léo, lui, terminait son master à Sciences Po, l'une des écoles les plus prestigieuses de France. Il avait ce regard tranquille, une sorte d'admiration silencieuse qui me faisait fondre. « Tu es incroyable, Chloé », me disait-il souvent. « Tu as construit ta carrière toute seule pendant que je suis encore le nez dans les livres. Tu me donnes une leçon de vie. » Ces mots étaient un baume sur les insécurités que la vie m'avait laissées. Je souriais, et je pensais que cet homme voyait vraiment qui j'étais. Quand il a décroché son premier emploi, un poste d'analyste budgétaire à la mairie de Paris, nous avons emménagé dans un charmant 2 pièces dans le 15e arrondissement. C'était notre cocon, notre forteresse contre le monde. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré sa famille pour la première fois, lors d'un dîner dans leur imposante maison de Versailles. Et c'est là que le conte de fées a commencé à se fissurer. Sa mère, Brigitte, était une femme dont l'élégance glaciale semblait être une armure. Elle portait son parfum Chanel comme une couronne et son jugement comme un sceptre. Après m'avoir scanné de la tête aux pieds dans un silence qui a duré une éternité, ses premiers mots furent « Oh !» Je vous imaginais plus, raffiné. Son père, Jean-Pierre, m'a serré la main mollement, comme s'il accomplissait une corvée désagréable. Et puis il y avait Sophie, la sœur cadette de Léo, qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie et en tirait une immense fierté, passant ses journées entre les boutiques de luxe et les salons de thé. Le dîner fut un long interrogatoire déguisé. Brigitte a tourné la conversation autour de l'éducation, des grandes écoles, un monde qui n'était pas le mien. « Et vous, Chloé, quelle université avez-vous faite » demanda-t-elle, sachant très bien la réponse. J'ai répondu calmement que j'avais commencé à travailler juste après le bac, que j'avais des factures à payer et que je n'avais pas eu le luxe de longues études. Un long soupir théâtral fut sa seule réponse. Le mot « luxe » était resté en suspens dans l'air, lourd de sous-entendus. Je n'ai pas bronché. J'avais fait mes choix, des choix que je n'avais jamais regrettés jusqu'à ce que leur regard me donne l'impression de devoir constamment justifier mon existence. Pendant un temps, Léo m'a défendu. Il disait « Maman, arrête. Chloé travaille plus dur que n'importe qui. » Il me disait en privé « Ne le prends pas personnellement, mes parents sont un peu snobs, c'est tout. » Au début, je n'en ai pas tenu compte. J'ai souri poliment quand Brigitte apportait des pâtisseries de chez Fauchon uniquement pour son fils. Je n'ai fait aucun commentaire quand elle a ostensiblement reniflé le café que je servais, un café de supermarché, bien sûr. Mais avec le temps, les piques se sont multipliées, et la défense de Léo s'est estompée, remplacée par un silence mal à l'aise. Il ne me tenait plus la main sous la table. Il ne me murmurait plus de mots rassurants. Il regardait son assiette, espérant que l'orage passe. Mais l'orage ne passait jamais. Il ne faisait que s'intensifier, et je ne savais pas encore que le pire était à venir. Les premières années de notre mariage, j'ai mis les remarques de Brigitte sur le compte d'une sorte de protection maternelle excessive, d'une peur de voir son fils unique s'éloigner du cocon doré de Versailles. Je me disais qu'avec le temps, elle verrait que j'aimais sincèrement Léo, que je prenais soin de lui, et qu'elle finirait par m'accepter. Quelle naïveté! Le temps n'a rien arrangé, il n'a fait qu'enraciner son mépris. Les défenses de Léo, autrefois si promptes, se sont érodées jusqu'à disparaître. Ces « maman, ça suffit » se sont transformées en « Chloé, s'il te plaît,
Ne commence pas, me faisant passer pour celle qui créait les problèmes. Les affronts sont devenus plus audacieux, plus publics. Un jour, j'ai surpris une conversation entre Brigitte et son mari. Elle ne gère même pas d'investissement, murmurait Jean-Pierre après avoir, je ne sais comment, mis la main sur un de mes relevés de compte que j'avais laissé sur la table du salon. Je ne sais pas comment Léo s'en sort avec un budget aussi modeste. Brigitte avait ajouté, il aurait dû épouser quelqu'un avec un véritable plan de carrière, pas une petite comptable. J'étais restée figée derrière la porte, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas seulement du snobisme, c'était une cruauté délibérée, une façon de me réduire à un chiffre sur un compte en banque. Pourtant, je continuais d'essayer. Chaque fête, chaque anniversaire, chaque dîner inconfortable, j'étais là. Je cuisinais, je nettoyais, je souriais, je servais les verres. Pour un Noël, j'ai reçu une bougie parfumée, clairement un cadeau recyclé, tandis que tout le monde recevait des cadeaux personnalisés, emballés avec soin. Personne n'a remarqué. Pas même Léo. Il était trop occupé à admirer sa nouvelle montre de luxe. L'incident qui a vraiment marqué un tournant s'est produit lors de l'anniversaire de Jean-Pierre. Pour l'occasion, j'avais économisé pendant des mois pour m'offrir une magnifique robe Sandro. J'étais si fière de la porter, espérant pour une fois me sentir à ma place. J'étais arrivée, et Brigitte m'avait accueillie avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle tenait un verre de vin rouge à la main. Alors que je passais à côté d'elle, elle a fait un mouvement brusque, un prétendu faux pas, et a renversé tout le contenu de son verre sur le devant de ma robe. Le vin rouge a taché le tissu crème instantanément. Oh, ma chère, je suis terriblement désolée. Quelle maladresse de ma part, s'est-elle exclamée, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Elle m'a attrapée par le bras et m'a entraînée dans sa chambre. Ne t'inquiète pas, j'ai quelque chose pour toi. Elle a ouvert son immense dressing et en a sorti une vieille robe à fleurs, un modèle démodé qui devait avoir mon âge. Tiens, mais ça. C'est mieux que rien, n'est-ce pas? J'ai dû passer le reste de la soirée dans cette robe ridicule, me sentant comme une Cendrillon humiliée après le bal. Les invités me lançaient des regards apitoyés. Léo, quand je lui en ai parlé plus tard, a simplement haussé les épaules. C'était un accident, Chloé. Tu en fais toute une histoire. Un accident? Je voyais encore le petit sourire triomphant sur le visage de sa mère juste après le drame. Ce n'était pas un accident. C'était un acte de guerre. Les intrusions dans ma vie privée sont devenues monnaie courante. Un jour, je l'ai surprise en train de fouiller dans mon sac à main, sous prétexte de chercher un mouchoir. Une autre fois, elle a ouvert mon portefeuille, posé sur la commode de l'entrée, et a commenté « Pas de carte American Express Platinum ?» C'est pourtant si pratique. Chaque visite était une nouvelle violation, une nouvelle tentative de me faire sentir inférieure. Et Léo ne voyait rien, ou plutôt, il choisissait de ne rien voir. Sa lâcheté était un poison qui s'infiltrait lentement dans les fondations de notre mariage. Je commençais à comprendre que je n'étais pas sa partenaire, mais un dommage collatéral dans sa relation complexe avec sa mère. J'étais le sacrifice sur l'autel de sa tranquillité. Mais combien de temps pouvais-je encore tenir? À la 6e année de notre mariage, j'ai commencé à voir notre relation pour ce qu'elle était devenue, un contrat de service où j'étais l'employé, avec une licence de mariage en guise de contrat de travail. Pourtant, je m'accrochais. Nous n'avions pas d'enfants, mais nous avions une histoire, des souvenirs de jours plus heureux. Je me nourrissais de l'espoir insensé qu'avec le temps, nous retrouverions le chemin de nos débuts. C'est cet espoir qui me faisait encore franchir le seuil de la maison de Versailles la tête haute, même si mon cœur sombrait un peu plus à chaque visite. L'été dernier, ils ont planifié un week-end dans un gîte de charme en Normandie. Brigitte m'a appelé, sa voix faussement enjouée. Chloé, ma chérie, nous partons tous en week-end pour nous détendre. Prépare tes affaires, Léo passera te prendre samedi matin. J'étais surprise, mais une petite lueur d'espoir s'est allumée en moi. Peut-être était-ce un rameau d'olivier, une tentative de réconciliation. J'ai passé la soirée à faire ma valise, choisissant mes plus jolies tenues, rêvant de promenades sur la plage et de soirées au coin du feu. Le samedi matin, Léo est arrivé. Il semblait tendu, évitant mon regard. Nous avons roulé jusqu'à Versailles.
La voiture de ses parents était déjà chargée, prête à partir. Brigitte m'a accueilli avec un sourire glacial. Chloé, pourrais-tu aller me chercher mes lunettes de soleil dans la salle de bain à l'étage? Je les ai oubliées. J'ai obéi, comme toujours. Je suis montée, j'ai cherché les lunettes. Cela n'a pas pris plus de 2 minutes. Quand je suis redescendue, le silence était total. J'ai regardé par la fenêtre. La voiture avait disparu. Ils étaient partis. Sans moi. J'ai d'abord cru à une mauvaise blague. J'ai attendu dans le salon, le cœur battant. 10 minutes. 20 minutes. 1 heure. J'ai appelé Léo. Pas de réponse. J'ai appelé Brigitte. Directement sur messagerie. La panique a commencé à monter. J'étais seule, piégée dans cette maison silencieuse et hostile. Finalement, Léo m'a envoyé un texto. Un simple texto. Maman a dit que ce week-end devait être juste pour la famille proche. On se voit dimanche soir. Désolée. Désolée. Le mot était si faible, si pathétique. Famille proche. Après 6 ans de mariage, je n'étais toujours pas considérée comme une famille proche. J'étais une pièce rapportée, un accessoire que l'on pouvait laisser derrière soi sans un regard. J'ai appelé un taxi et je suis rentrée à Paris, les larmes brouillant ma vue. Quand Léo est rentré le dimanche soir, bronzé et reposé, je l'ai confronté. « Comment as-tu pu me faire ça ?» ai-je crié, ma voix brisée par le chagrin. Il n'a même pas eu la décence de paraître coupable. Il a haussé les épaules. « Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je me dispute avec toute ma famille pour un week-end? Je suis ta femme, Léo. Je suis censée être ta famille la plus proche. » Il a soupiré, exaspéré. « Oui, mais tu n'es pas du même sang. Tu ne comprendras jamais. Du même sang. » Ces mots ont résonné en moi comme un glas. Ils ont brisé le peu d'espoir qui me restait. Il ne s'agissait pas de snobisme ou de maladresse. C'était un rejet total, fondamental, de qui j'étais. Il venait de tracer une ligne infranchissable entre eux et moi. Et il avait clairement choisi son camp. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai dormi dans la chambre d'amis. Le lit me semblait immense et froid, mais moins froid que la place à côté de mon mari. Je me demande ce que vous auriez fait à ma place. Auriez-vous fait vos valises ce soir-là? Ou auriez-vous, comme moi, décidé de rester et de vous battre une dernière fois? Dites-le moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse vraiment. J'ai pensé que c'était le point le plus bas, le fond de l'humiliation. J'avais tort. Le véritable enfer m'attendait quelques semaines plus tard, autour d'une table dressée pour un déjeuner dominical. Après l'épisode du week-end en Normandie, un froid glacial s'est installé entre Léo et moi. Nous vivions comme des colocataires, échangeant des banalités sur la météo et les courses à faire. Le silence dans notre appartement était plus assourdissant que n'importe quelle dispute. Je savais que notre mariage était en train de mourir, mais je ne savais pas comment le débrancher. Puis est arrivé l'inévitable déjeuner de famille annuel du mois d'août. C'était une tradition sacrée, où toute la famille élargie se réunissait. Cette année-là, par un miracle ironique, mon entreprise nous avait accordé 3 jours de congé pour le bien-être des employés. J'aurais dû partir à la mer, respirer l'air iodé, sentir le sable sous mes pieds. Au lieu de ça, j'ai été enrôlée pour le service militaire chez les Duval. Brigitte m'a appelée la veille au soir. Sa voix était mielleuse, ce qui était toujours un mauvais présage. « Chloé, ma chérie, j'ai besoin de ton aide pour les préparatifs demain. Les invités attendent un certain standing, tu comprends. » Standing était son mot de code pour « travail d'esclave ». Cela signifiait que je devais être debout à 7 heures du matin pour hacher les légumes, épousseter les meubles, passer l'aspirateur et essuyer les traces de doigts sur les verres en cristal. Pendant que Léo et ses parents sirotaient leur expresso sur la terrasse en lisant Le Figaro, je repassais les serviettes en lin. Sophie, la sœur de Léo, a daigné faire son apparition à midi, vêtue d'une robe de créateur. Elle m'a jeté un regard dédaigneux et a lancé « N'oublie pas l'option végétalienne pour tante Caroline », avant de disparaître pour aller se faire les ongles. À l'heure du déjeuner, j'étais épuisée. Mes bras me faisaient mal. Mon dos me lançait.
Je n'avais même pas eu le temps de boire un café. Les invités sont arrivés, bruyants et chaleureux. J'ai arboré mon plus beau sourire forcé, je les ai conduits à leur place, j'ai rempli leurs verres, j'ai réchauffé les sauces. Léo n'a pas levé le petit doigt. Quand je lui ai demandé à voix basse de m'aider à apporter le rôti, il a marmonné, « Tu te débrouilles très bien toute seule. » Parmi les invités, il y avait tante Isabelle, la sœur de Jean-Pierre, une femme discrète et élégante, et son cousin, Antoine, un homme arrogant qui passait son temps à flatter Brigitte pour rester dans ses bonnes grâces. Alors que je servais les plats, faisant des allers-retours incessants entre la cuisine et la salle à manger, Antoine m'a arrêté au passage, un sourire narquois aux lèvres. Assez fort pour que la moitié de la table entende, il a demandé, « Alors, Chloé, toujours à compter les yaourts chez Carrefour ? Ça doit être passionnant comme vie. » Un petit rire a parcouru la tablée. J'ai senti mes joues brûler. J'ai cherché le regard de Léo. Il regardait fixement son assiette, comme si de rien n'était. J'ai serré les dents et j'ai continué mon service, le cœur lourd d'humiliation. Ce n'est que lorsque tout le monde a été servi et que les plats ont commencé à circuler que je me suis enfin autorisée à m'asseoir, à une petite place au bout de la table. J'étais affamée, mais la boule que j'avais dans l'estomac m'avait coupé l'appétit. C'est à ce moment-là que Brigitte s'est levée, tapotant délicatement son verre en cristal avec un couteau. Un silence s'est fait. J'ai une petite surprise, a-t-elle annoncé avec un sourire si doux qu'il en devenait menaçant. Juste pour la famille, bien sûr. Elle a disparu dans la cuisine, et le silence qui a suivi était chargé d'une tension palpable. Je sentais tous les regards sur moi, curieux, gênés. Je ne savais pas ce qui allait arriver, mais une chose était sûre, ce n'était pas une surprise pour moi. C'était une exécution publique, et j'étais sur le point d'être décapitée. Brigitte est revenue de la cuisine, portant un grand plat en argent avec une aisance théâtrale. Sur le plat reposait cette magnifique filet de bœuf, cuit à la perfection, saignant et luisant, dégageant un arôme qui a fait frémir les narines de toute l'assemblée. Un murmure d'admiration a parcouru la table. Avec la précision d'une maîtresse de cérémonie, elle a commencé la distribution. Un pour son mari, Jean-Pierre. Un pour sa fille, Sophie. Un pour son fils, mon mari, Léo. Un pour tante Isabelle, un pour le cousin Antoine, et 2 autres pour des parents proches. Chaque assiette était déposée avec un sourire et un mot personnel. La mienne est restée vide. Devant moi, il n'y avait que mon assiette à moitié mangée de poulet rôti du premier service. Le silence s'est étiré, lourd, coupant. On aurait pu entendre une mouche voler. Les invités se regardaient, mal à l'aise. Léo fixait son assiette, le visage fermé. Puis Brigitte a porté le coup de grâce. Elle a brandi une boîte blanche et brillante, reconnaissable entre toutes. Et pour le dessert, des macarons de chez La Durée. Juste pour la famille, évidemment. Les « ou » et les « a » qui ont suivi étaient forcés, gênés. Tout le monde avait compris. C'était une déclaration de guerre, une humiliation publique et délibérée. Mon sang bourdonnait dans mes oreilles. Ma poitrine me brûlait. J'ai tourné la tête vers Léo. Il n'a pas levé les yeux. Il a pris son couteau et sa fourchette et a commencé à couper son filet de bœuf avec une lenteur exaspérante. C'est tante Isabelle qui a finalement brisé le silence insoutenable. Sa voix était douce mais ferme. « Brigitte, n'as-tu pas prévu une part pour Chloé ?» Brigitte m'a jeté un regard qui aurait pu congeler l'enfer. Un regard qui disait que j'étais moins qu'un insecte, un chewing-gum collé sous sa chaussure de luxe. « J'ai commandé seulement pour la famille », a-t-elle répondu d'un ton léger, comme si c'était l'évidence même. Bien sûr. Mes oreilles sifflaient. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il ne sorte de ma poitrine. J'ai posé ma fourchette. J'ai regardé Léo. Il continuait de manger. Lentement. Méthodiquement. Léo. Ma voix était à peine un murmure. Il n'a pas réagi. J'ai essayé à nouveau, plus fort cette fois. Léo. Tante Isabelle s'est tournée vers lui. Léo, ta femme te parle. Enfin, il a posé ses couverts, plus agacé que surpris. Il a levé les yeux vers moi, et dans son regard, il n'y avait aucune trace de compassion. Juste de l'irritation. Quoi ? Dis-moi,
Léo. Ma voix tremblait, mais elle était claire. Suis-je de la famille, oui ou non? La question est restée en suspens dans l'air, comme une bombe à retardement. Tous les regards étaient tournés vers lui. C'était son moment. Le moment de choisir. Le moment de me défendre. Le moment de prouver qu'il restait une once de l'homme que j'avais épousé. Il a pris une bouchée de son steak. Il a mâché. Lentement. Délibérément. Comme si ma question était rhétorique. Comme si je n'existais pas. Puis, il a avalé et a murmuré, juste assez fort pour que je l'entende, « Ne fais pas ça, Chloé. Pas maintenant. Pas ici, devant tout le monde. Devant tout le monde. » C'était donc ça, sa seule préoccupation. Les apparences. L'image. Pas ma douleur. Pas mon humiliation. Pas notre mariage. Juste l'image. Une vague de froid m'a envahi, puis une clarté soudaine, aveuglante. La bombe venait d'exploser. Et ce n'était pas moi qui allais être réduite en cendres. Oh, je crois que si, Léo. Ma voix était devenue étrangement calme, mais mes mains, cachées sous la table, tremblaient de façon incontrôlable. Je crois que c'est exactement le lieu et le moment. Brigitte a laissé échapper un petit rire aigu, un son strident et méprisant. Franchement, Chloé, c'est tellement indigne de toi. Faire une scène pour un morceau de viande. Une scène, ai-je répété, en la regardant droit dans les yeux. De la nourriture? Non, Brigitte. Il ne s'agit pas de filet de bœuf ou de macarons. Il s'agit de la façon dont j'ai été traitée pendant 7 ans. Comme une locataire dans la vie de votre fils. Comme l'intruse que vous n'avez jamais voulu. Jean-Pierre a reniflé. Personne n'a jamais dit que tu n'étais pas la bienvenue. Non, ai-je concédé. Vous n'utilisez pas de mots aussi directs. Vous êtes plus subtil. Vous avez juste dit que je n'avais pas fait d'études. Que je n'étais pas assez raffiné. Que je n'étais pas du matériel à mariage pour un Duval. Vous l'avez dit avec chaque regard de côté, chaque compliment empoisonné. Chaque fois que vous avez fouillé dans mes affaires personnelles en cherchant des raisons de me rabaisser. Sophie a ricané. Tu es tellement dramatique. Je me suis tournée vers elle, mon calme se transformant en une colère froide et précise. Dramatique? Toi, tu n'as jamais travaillé un seul jour de ta vie, vivant au crochet de tes parents. Moi, j'ai soutenu financièrement ce mariage seul pendant près d'1 an, pendant que ton frère mentait chaque matin en prétendant aller travailler. Alors oui, je pense que j'ai gagné le droit d'être un peu dramatique. La tête de Léo s'est redressée d'un coup. Ses yeux lançaient des éclairs. Chloé, tais-toi. Ou quoi, ai-je demandé, le défiant du regard. Tu vas perdre ta précieuse image? J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, mais tout le monde est sur le point de découvrir que tu n'as plus de travail depuis l'automne dernier. Un silence de mort est tombé sur la table. Tous les yeux étaient maintenant fixés sur Léo, dont le visage était devenu livide. Brigitte a cligné des yeux, confuse. De quoi parle-t-elle, Léo? Il a bégayé, cherchant ses mots, mais aucun son n'est sorti. J'ai continué, ma voix tranchante comme une lame. Il a été renvoyé de la mairie de Paris. Une erreur monumentale dans les formulaires d'impôts. Des centaines de résidents ont reçu des factures incorrectes, certaines sous-évaluées de plusieurs milliers d'euros. Léo était responsable de la vérification finale. Il ne vous l'a pas dit parce que, eh bien, vous étiez trop occupé à juger mon café pour remarquer que votre fils était au chômage. Ce n'est pas vrai, a crié Léo, mais sa voix manquait de conviction. Même lui semblait ne pas y croire. Je n'ai pas arrêté. Depuis, j'ai payé chaque facture. Chaque course. J'ai couvert le loyer, l'électricité, l'entretien de la voiture, pendant qu'il jouait à chercher un emploi sur son ordinateur, postulant secrètement à des postes pour lesquels il n'était absolument pas qualifié. Le silence s'est répandu comme une nappe de pétrole sur la table. Tante Isabelle a baissé les yeux sur son assiette, puis a regardé Léo, un mélange de pitié et de déception dans les yeux. Est-ce que c'est vrai, Léo? Léo s'est levé brusquement, renversant presque sa chaise. C'est de la folie. Tu essaies de m'humilier. Non, Léo, ai-je dit, ma voix s'adoucissant légèrement.
Tu t'es humilié tout seul quand tu es resté assis là, à me regarder me faire traiter comme la bonne, sans dire un mot. Le barrage avait cédé. La vérité, longtemps contenue, déferlait enfin, et elle allait tout emporter sur son passage. Brigitte a frappé son verre sur la table, le faisant résonner dangereusement. Tu ne parles pas à mon fils comme ça, a-t-elle sifflé, le visage déformé par la rage. Et vous ne me parlez pas comme si j'étais jetable, ai-je rétorqué, ma propre colère montant enfin à la surface. J'ai plongé la main dans mon sac à main, posé à côté de ma chaise. J'en ai sorti une fine chemise cartonnée. Je l'ai posée sur la table, devant Léo. Le bruit sec du papier sur le bois a résonné dans le silence de la pièce. Qu'est-ce que c'est, a-t-il demandé, sa voix à peine audible. Les papiers de la séparation, ai-je dit calmement. J'ai déjà consulté un avocat. Je n'attends pas ta permission. La pièce semblait avoir été plongée dans l'azote liquide. Tout était figé. Même Sophie avait arrêté de mâcher son macaron. Jean-Pierre a été le premier à retrouver sa voix. Tu réagis de manière excessive, Chloé. Vraiment ? Je me suis tournée vers lui. Vous pensez que je n'ai pas remarqué la façon dont vous soupiriez chaque fois que j'entrais dans une pièce ? La façon dont vous regardiez mes mains, comme si vous cherchiez de la saleté sous mes ongles ? Vous pensez que je n'ai pas entendu vos commentaires sur mon manque de culture ? Sophie a sauté sur l'occasion, sa voix aiguë et perçante. Tu es juste en colère parce que tu ne feras jamais partie de notre monde. Tu n'as jamais eu de classe, Chloé. Un petit sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Et pourtant, je suis la seule ici qui sache comment payer un crédit immobilier. Brigitte s'est levée d'un bond, ses joues rouges de fureur. Tu penses que ça te rend supérieure ? Tu n'es qu'une employée de supermarché. Responsable comptable, l'ai-je corrigé froidement. Et je viens d'être promue directrice financière régionale. Un poste que votre fils, avec tous ses diplômes, serait incapable de tenir. Parce que contrairement à lui, je lis les documents avant de les signer. Léo a repoussé la chemise vers moi. Tu ne vas pas faire ça. Oh, si. Je le fais. Sa voix s'est brisée. Tu vas vraiment jeter notre mariage par la fenêtre, à cause d'un déjeuner ? Non, ai-je dit doucement, le regardant pour la dernière fois avec une once de l'amour que j'avais eu pour lui. Je m'en vais parce que j'ai été traitée comme une étrangère dans ma propre vie. Parce que tu les as laissés me broyer, jour après jour, jusqu'à ce que j'oublie que j'avais le droit d'exister par moi-même. Tu les as laissés m'effacer. Il me fixait comme s'il ne me reconnaissait pas. Et peut-être qu'il avait raison. Peut-être que la Chloé qu'il connaissait, celle qui encaissait sans rien dire, venait de mourir dans cette salle à manger. Je me suis tournée vers tante Isabelle. Je suis désolée que vous ayez eu à assister à ça. Elle a posé délicatement sa serviette sur la table. Ne t'excuse pas, ma chère. Tu as montré plus de grâce que la plupart des gens n'en auraient eu dans ta position. Puis, elle a tourné son regard vers Brigitte, et sa voix est devenue glaciale. Et toi, Brigitte ? Tu devrais avoir honte. Tu as humilié ta belle-fille devant toute ta famille. Elle n'est plus ma belle-fille, a craché Brigitte. J'ai hoché la tête. Et vous n'aurez plus jamais cette chance. J'étais sur le point de partir, mais une voix s'est élevée, une voix qui allait sceller le destin de cette famille bien plus sûrement que mes papiers de divorce. La voix qui s'est élevée n'était pas celle de Léo, ni celle de ses parents. C'était celle de tante Isabelle. Elle s'est levée, sa silhouette fine et élégante imposant soudain un respect inattendu. En fait, Brigitte, a-t-elle dit d'un ton calme mais sans appel, je pense que le reste de la famille ne partage pas ton avis. Brigitte a cligné des yeux, prise au dépourvu. Que veux-tu dire ? Je veux dire que nous en avons assez de tes drames, de ton mépris constant, de cette cruauté que tu déguises en tradition. Nous en avons assez de devoir marcher sur des œufs à chaque réunion de famille. Elle a balayé la table du regard. Quelques cousins ont hoché la tête en signe d'approbation, détournant les yeux de Brigitte. Je ne viendrai pas à ton brunch de Noël cette année. Tu n'es pas sérieuse, s'est exclamée Brigitte, incrédule. Je ne l'ai jamais été autant, a répondu Isabelle. Je me suis retournée pour partir. Léo a tenté une dernière fois. Chloé, s'il te plaît, ne fais pas ça.
Je me suis arrêtée sur le seuil, sans me retourner. Tu as eu 7 ans pour me traiter comme ta famille, Léo, ai-je dit, ma voix résonnant dans le silence. Tu as choisi le silence. Et puis, je suis sortie. La marche jusqu'à ma voiture a été les 10 secondes les plus silencieuses de ma vie. Pas de cris, pas de bruit de pas derrière moi, pas d'excuses de dernière minute. Juste le cliquetis de mes talons sur l'allée et la chaleur du mois d'août qui montait du bitume. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas regardé en arrière. Au moment où je me suis garée devant notre allée, non, mon allée, maintenant j'avais déjà envoyé un texto à mon avocate pour lui dire d'aller de l'avant. La chemise sur la table était bien réelle. Les conversations avec l'avocate étaient bien réelles. Je n'avais simplement pas prévu de les utiliser si tôt. La goutte d'eau qui avait fait déborder le vase n'avait pas été le steak. Ça avait été le silence. Le silence de Léo. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de tante Isabelle. Sa voix était pleine de remords. Chloé, je voulais m'excuser. J'aurais dû dire quelque chose de plus fort, plus tôt. J'étais tellement choquée par la cruauté de Brigitte que j'en ai perdu mes mots. Mais ce qu'elle t'a fait est impardonnable. Elle m'a raconté ce qui s'était passé après mon départ. Une dispute monumentale avait éclaté. Les mots d'Isabelle avaient agi comme un catalyseur, libérant des années de frustration refoulées chez les autres membres de la famille. Plusieurs cousins avaient quitté le déjeuner en claquant la porte, après avoir dit à Brigitte ce qu'ils pensaient de son comportement. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. La réputation des Duval, si chère à Brigitte, était en lambeaux. Ils ont été poliment désinvités de 2 mariages à venir. Sophie, qui se vantait que tout le monde voulait d'elle à leur soirée, n'avait pas reçu une seule invitation depuis des semaines. La réputation, s'est-il avéré, ne venait pas avec une immunité. Quant à Léo, il s'effondrait. Je suis rentrée un soir et je l'ai trouvé ivre sur le canapé, les yeux vitreux. « C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas ?» a-t-il bredouillé. Tout brûlé. Non, ai-je répondu en le regardant sans haine, juste avec une immense lassitude. J'ai juste arrêté de prétendre que les cendres étaient des fleurs. Il n'a pas compris. Il ne comprendrait jamais. Il était trop tard pour lui, et bien trop tard pour nous. Le jour de la médiation, Léo portait un costume trop serré et refusait de me regarder dans les yeux. Il avait l'air d'un enfant pris en faute, attendant une punition qu'il savait mériter mais qu'il trouvait injuste. Moi, j'avais choisi une robe bleu marine sobre, mes cheveux relevés en un chignon strict. J'étais venue armée. Pas d'armes de destruction, mais des armes de vérité, chaque reçu, chaque virement bancaire, chaque relevé de compte des 10 mois où je l'avais soutenu financièrement. Mon avocate n'a pas eu besoin de beaucoup parler. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes, froids et implacables. Il racontait l'histoire d'un homme qui avait menti et d'une femme qui avait tout assumé, en silence. L'avocat de Léo, voyant la montagne de preuves, lui a conseillé d'accepter toutes mes conditions. Pendant une pause, alors que nos avocats discutaient des derniers détails, Léo s'est approché de moi. Pour la première fois, il y avait quelque chose de différent dans son regard. La colère et le déni avaient laissé place à une sorte de résignation vide. « Je suis désolé, Chloé » a-t-il murmuré. J'ai eu si peur. Peur d'échouer. Peur d'admettre à ma mère que je n'étais pas le fils parfait qu'elle imaginait. Tu étais la seule personne forte et stable dans ma vie, et au lieu de te protéger, je me suis cachée derrière toi et je t'ai laissé prendre tous les coups. J'ai été un lâche. Ces mots, enfin. Les mots que j'aurais dû entendre des années plus tôt. Ils ne changeaient rien à ma décision, bien sûr. Le pardon ne pouvait pas réparer une confiance brisée en 1000 morceaux. Mais ils ont apporté une sorte de conclusion, une reconnaissance de sa faute qui a permis de refermer ce chapitre sans amertume. Je l'ai regardé et j'ai simplement hoché la tête. Il n'y avait plus rien à dire. Quand le divorce a été finalisé, je n'ai pas fait de fête. Je suis rentrée chez moi, j'ai commandé mon plat thaïlandais préféré et j'ai dormi 12 heures d'affilée. Le silence dans l'appartement était différent maintenant. Ce n'était plus un silence pesant, chargé de non-dits. C'était un silence mérité, un silence de paix. Quelques semaines plus tard, j'ai officiellement accepté ma promotion. Cela signifiait déménager à Lyon. J'ai fait mes cartons sans une once de nostalgie.
Je laissais derrière moi un appartement rempli de mauvais souvenirs pour une nouvelle vie, une page blanche. Mon nouvel appartement à Lyon était lumineux, avec un grand balcon donnant sur le Rhône. Mes nouveaux collègues m'ont accueilli avec des plantes et des paniers de bienvenue. Mon nouveau manager m'a dit, « Nous n'avons entendu que de bonnes choses à votre sujet. » C'était la première fois depuis des années que j'étais reconnue pour qui j'étais, et non pour celle que je n'étais pas aux yeux des autres. Je reconstruisais ma vie, brique par brique. Je redécouvrais le plaisir simple de rentrer chez moi le soir sans appréhension, de choisir mon propre programme télé, de cuisiner ce que j'aimais. Je me sentais plus légère, comme si j'avais porté un poids énorme pendant des années sans même m'en rendre compte. La vie était calme. Paisible. Mais le passé n'avait pas encore dit son dernier mot. Un soir, alors que j'arrosais mes plantes sur le balcon, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. La voix à l'autre bout du fil était celle que je pensais ne plus jamais vouloir entendre. C'était Léo. Sa voix était calme, presque méconnaissable. Fini l'arrogance et le ton agacé. Il ne restait qu'une lassitude infinie. « Salut, Chloé. » « C'est moi. » Je n'ai rien dit, attendant de voir où il voulait en venir. « Je voulais juste dire que tu me manques, » a-t-il dit, sa voix se brisant légèrement. Un long silence a suivi. Je crois qu'on s'est perdu en chemin. J'aurais dû dire quelque chose ce jour-là. J'aurais dû te défendre. Léo, ai-je répondu, ma propre voix stable et claire, tu as eu 7 ans. 7 ans pour dire quelque chose. Je sais, a-t-il soufflé. J'avais peur. Peur de qui? De ta mère? D'elle. De tout. De ne pas être à la hauteur. Il y a eu une autre pause. J'ai pensé à venir te voir à Lyon. Pour qu'on puisse parler, face à face. J'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville qui scintillaient sur le fleuve. Mon nouveau chez moi. Ma nouvelle vie. Ce n'est pas la peine, Léo, ai-je dit doucement. Tout ce que j'avais besoin d'entendre, je l'ai entendu dans le silence de cette salle à manger. Il n'a pas argumenté. Il a juste laissé mes mots flotter entre nous. Avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, j'ai continué, je ne suis plus en colère, Léo. Vraiment. Je ne t'en veux plus. C'est juste que, je n'appartiens plus à cette vie. Et cette vie ne m'appartient plus. J'ai entendu son souffle à l'autre bout du fil, un soupir de défaite. Alors, c'est tout. C'est tout. Puis, j'ai raccroché. Je suis resté debout au milieu de ma cuisine pendant quelques minutes, à écouter. Pas de cris, pas de bruit de pas, pas de remarques acerbes ou d'ongles qui tapotent sur une table. Juste moi, mon appartement, et un plant de basilic qui avait désespérément besoin d'eau. J'ai compris à ce moment-là que certaines paroles n'ont pas besoin d'être prononcées pour vous ouvrir en deux. Et que certains silences, au contraire, peuvent vous guérir. Le silence de Léo m'avait détruite. Le mien, maintenant, me reconstruisait. Mon histoire est un rappel douloureux que parfois, le silence de ceux que nous aimons est la plus cruelle des trahisons. Elle m'a appris que choisir de partir n'est pas un échec, mais souvent l'acte le plus courageux que l'on puisse poser pour se retrouver soi-même, pour affirmer sa propre valeur face à ceux qui refusent de la voir. La santé mentale est un bien précieux, et personne ne mérite de l'avoir sapée par des relations toxiques, qu'elles soient amoureuses ou familiales. Il n'est jamais trop tard pour choisir le respect de soi plutôt que l'illusion d'une famille parfaite. Si mon histoire a résonné en vous, si vous avez déjà été confronté à un mur de silence là où vous attendiez du soutien, partagez votre expérience dans les commentaires. Savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes est une force immense. N'oubliez pas de laisser un like si cette histoire vous a touché, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous.